Salut à tous. Aujourd'hui, sujet un petit peu particulier avec Stéphane, on va parler des athlètes qui changent d'entraîneur. Alors, on va voir quels sont les Français qui ont changé d'entraîneur et on va se servir un petit peu des exemples passés des étrangers, mais aussi de certains Français pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Installez-vous bien. Vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Effectivement, aujourd'hui, Alex, on se plonge dans l'envers un peu du décor. Ces transitions un peu qui peuvent faire mal des fois, physiquement, mentalement. Changer d'entraîneur, c'est pas forcément simple. On change pas uniquement de méthode, j'ai envie de dire. C'est souvent un tournant qui est quand même assez décisif dans une carrière d'un sportif de très haut niveau. En athlétisme, on le sait, la relation entre l'athlète, le coach, ça fait toute la différence. Donc, on va essayer de décrypter un peu tout ça à base de statistiques, des exemples dans un contexte international ou même national, nous en France. Passer d'un coach à l'autre, ça peut impliquer beaucoup de choses différentes. C'est des ajustements, c'est des périodes des fois de flottement, de régression. Mais on va le voir souvent, ça peut marcher. Il y a quand même quelque chose, Alex, il faut qu'on en parle assez vite. C'est l'augmentation des risques de blessures. On le sait, c'est des transitions qui sont assez douloureuses pour le corps. C'est des charges qui sont nouvelles, c'est parfois mal assimilé. Et on va commencer par cette stade qui est importante d'après moi. Ouais, c'est une étude de la British Journal of Sport Medicine en 2019 qui dit que les athlètes ayant changé d'entraîneur dans l'année précédant une grande compétition, eh ben, ils ont 27% de plus de risque de blessures musculaires. Donc ça, c'est posé, mais c'est 27%, c'est beaucoup, Stéphane. Donc qu'est-ce qui pousse un athlète à changer d'entraîneur? Et que tu l'as dit, quand on change d'entraîneur, on change de cadre de vie souvent, on change de lieu de vie, on change de façon de vivre. Donc ça génère du stress et on sait le stress pour le score, eh ben c'est souvent nocif et ça peut pareil, il y a des études qui ont montré que le sommeil pouvait être perturbé. Il y a 30% des athlètes qui ont été interrogés par World Athletics après un changement d'entraîneur qui ont dit que bah voilà leur sommeil avait été troublé les premiers mois du changement d'entraîneur. Donc un mauvais sommeil, du stress, ça facilite les blessures. Mais il y a aussi des côtés positifs à changer d'entraîneur, Stéphane. Non, effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des entraîneurs qui, alors, acceptent ou non des athlètes. Ok, ça, on va en parler. Mais il y a des athlètes qui se sentent un peu mal à l'aise dans un groupe, dans une structure et qui changent. Mais des fois, ils peuvent changer alors que ça se passe très bien niveau performance. On prendra l'exemple de Sirena tout à l'heure qui a changé de coach alors qu'elle est vice-championne olympique. Mais dans certains cas, on a des athlètes qui ont besoin d'avoir une nouvelle approche technique, mentale ou même physique alors que les résultats sont présents. Des fois, on peut aussi changer de cadre de vie parce qu'on fait des nouvelles études. Professionnellement, on commence à travailler. Nous, on va quand même essayer de se recentrer sur les athlètes de très haut niveau qui vivent de ça. Donc, pourquoi ils changent de structure d'entraînement alors que ça marche? On a voulu se poser la question avec Alex et on se rend compte qu'il y a différents exemples. Tous les athlètes qui changent d'entraîneur et qui ont performé l'année d'avant prennent un risque très important. Ils prennent un risque de déséquilibre alors qu'ils ont quand même un équilibre depuis des années. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la durée moyenne d'une relation entre un coach et un athlète élite, d'après des statistiques, des sources anglaises notamment de 2018, la relation durerait entre 4 et 5 ans pour des athlètes élites. Mais par contre, les médaillés olympiques, donc le très haut niveau, ils sont 2 fois plus susceptibles d'avoir une relation de plus de 5 ans avec leur entraîneur. Donc ça veut dire qu'un athlète avec qui ça se passe très bien, la relation se passe très bien, les athlètes qui perfent quittent un tout petit peu moins leur entraîneur que des athlètes pour lesquels ça se passe un peu moins bien, ce qui me paraît quand même logique. Ouais, tu le dis, c'est un peu logique. La raison principale, je pense, qui pousse un athlète à changer d'entraîneur et de cadre de vie, c'est une stagnation, voire même pire, une régression. Donc ça me semble logique, humain. On va chercher un petit peu ailleurs pour essayer de se relancer. On en parlera un petit peu tout à l'heure, hein. C'est le cas de certains athlètes dont on va vous parler. Mais tu l'as dit aussi, il y a des athlètes qui perfent et qui ont cette volonté de toujours avoir plus. C'est aussi le propre aussi du sportif de très haut niveau, c'est de vouloir toujours le meilleur, encore mieux. Quand on est à 100%, on veut être à 110%, être hyper exigeant avec son entourage. Ils le sont avec eux-mêmes, donc ils le sont aussi avec leur entraîneur, leur entourage. Et on verra aussi que
l'entourage d'un sportif de haut niveau n'est pas composé que d'un entraîneur. Il y a vraiment toute une cellule, de plus en plus de monde qui gravite autour des athlètes de haut niveau. Et ben, quand on veut toujours mieux, des fois, on estime que l'herbe est toujours plus verte dans le jardin d'à côté. Et des fois, c'est vrai. Mais des fois, on se trompe et ça fait mal. Effectivement, alors 41% des athlètes ayant changé d'entraîneur ont vu une amélioration de performance dans les 18 mois suivants. Ça, c'est une étude qui a été réalisée par l'Université de Leipzig en 2020 sur 182 athlètes européens de tout niveau. 35%, eux, n'ont pas observé de changement significatif et seulement 24% ont vu leur niveau diminuer temporairement. Ça veut dire que si on écoute un peu les universités là qui ont pris ces statistiques en compte, ça veut dire que des changements de façon positive ont été observés sur pas mal d'athlètes. Ça dépend les athlètes, ça dépend aussi des disciplines. On sait qu'il y a certaines disciplines qui sont plus sujets à avoir des changements. On parle souvent des sprinteurs et des demi-fondeurs. Pourquoi les lanceurs changent un tout petit peu moins de structure? Peut-être c'est le manque justement de structure, d'accompagnement d'entraîneurs. Ça aussi, ça c'est des données qui ont été données par World Athletics il y a quelques années. C'est peut-être un climat aussi qui change. Par contre, il y a des athlètes qui changent alors qu'ils sont vice-champions olympiques. On va prendre le cas de Sirena Samba Mayela qu'on connaît tous, vice-championne olympique du 100 mètres haies en 2024 à Paris. Pourquoi elle a changé aussi régulièrement de coach? Alex, tu vas nous décrypter ça parce que c'est une question qu'il faut répondre quand même. Bah déjà, on va reprendre la genèse un petit peu de la carrière de Sirena Samba Mayela. La première chose dont on se souvient, c'est qu'au tout début de sa carrière, voilà, elle a eu sa période de formation. Au tout début de sa carrière, elle s'est brièvement entraînée avec Ladji Doucouré. Donc c'est rigolo, on aurait pu avoir un petit binôme d'entraînement, Sirena Samba Mayela, Sacha Zoya avec Ladji Doucouré. Ça a de la gueule, dit comme ça en tout cas. Mais elle a très brièvement. Alors je crois qu'elle a fait même pas une année avec Ladji. Et ensuite, elle est partie avec Teddy Tamgo euh, à l'INSEP. Elle a une belle progression des années junior à senior avec Teddy Tamgo, et l'apothéose de leur relation, ça a été le titre de championne du monde de Sirena en 2022 à Belgrade en salle. Elle avait fait 7,78 record de France, championne du monde. Voilà, Sirena sur le toit du monde. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce que ça va donner sur 100 mètres haies? Eh ben, ça n'a pas enchaîné. L'été suivant, le 100 mètres haies a été un peu poussif. Elle n'a pas forcément explosé au niveau mondial comme son 7,78 le laissait présager. Elle a fait des perfs autour de 12,70, ce qui sont des perfs très corrects, mais loin du même niveau que 7,78 sur 60 mètres haies. Et donc avec Teddy Tamgo, je pense qu'elle a développé beaucoup de force, vitesse, de puissance. Voilà, elle avait un départ très performant, mais sur la longueur de la course, c'était un petit peu compliqué. Je pense que du coup, elle a eu le besoin et l'envie, en tant que femme aussi, elle en a parlé hein, dans différentes interviews, de s'émanciper, s'évader, découvrir autre chose. Donc elle est partie aux États-Unis avec l'Irlandais John Coughlan, qui était l'entraîneur de Jasmine Camacho Quinn, la championne olympique du 100 mètres haies. Donc elle s'est mise dans une situation, Sirena, où elle est allée chercher la confrontation, une nouvelle vie, une aventure, l'émancipation, je l'ai déjà dit, mais c'était vraiment important pour elle, sa vie de sportive, mais aussi sa vie de femme. Et là, avec John Coughlan, ils ont eu une autre approche. Ils se sont servis du travail réalisé avec Teddy Tamgo pendant des années, mais ils ont fait évoluer un petit peu sa technique, et on l'a tous vu. Sa jambe d'attaque de Sirena Samba Mayela, elle est devenue hyper efficace avec une très grosse flexion de genou pour aller à l'extension totale de la jambe et avoir un meilleur ramené à la réception, un meilleur griffé du sol en réception, ce qui permet de se propulser dans l'intervalle et vraiment de ne pas de perdre le moins de vitesse possible à chaque franchissement. C'était vraiment assez remarquable et ça lui a permis vraiment, Stéphane, mais on l'a vu l'été dernier, de progresser. Même l'hiver dernier, déjà, elle rebat son record de France. Elle fait 7,73 au championnat du monde en salle. Elle finit seulement seconde derrière la Bahémienne qui, elle, bat le record du monde. Donc voilà, c'était compliqué. Ensuite, Charlton, ouais, Devin Charlton. Ensuite, elle fait les championnats d'Europe, elle gagne avec 12,31. Là, c'est une vraie grosse performance. Record de France explosé. Avant, il était à 12,56 le record de France, donc elle a vraiment mis une grosse gifle. Et ensuite, l'apothéose de sa carrière pour l'instant, la médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 12,34 dans une course hyper serrée derrière Masai Russell qui a fait 12,33. Donc voilà, ça c'est un exemple de Sirena qui a changé d'entraîneur. Mais Stéphane, elle a encore changé d'entraîneur cette année. Dis-nous en plus un petit peu pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe?
Effectivement, mais c'est très étonnant parce que tu es vice-championne olympique, que tu es en pleine, peut-être une de ses plus grandes réussites de sa carrière, on le sait pas, j'espère que ce sera encore mieux. Et là, elle se dit, ok, je vais changer. Alors pourquoi changer? On le sait pas, on n'a pas les raisons, honnêtement. Officielles. Peut-être que l'entraînement avec Jasmine Gamacho Queen, ça se passait pas forcément bien. C'est très compliqué aussi, peut-être, de se dire que ces filles-là mélangées à du très très haut niveau. On parle de la deuxième et la troisième des championnes des Jeux Olympiques à Paris. Peut-être que c'est des confrontations souvent à l'entraînement. Peut-être que ça se passait pas bien humainement, mais en tout cas, elle décide de rejoindre un groupe, un gros groupe d'entraînement quand même, Je avec des t'interromps, sprinteuses, hein. Stéphane, mais moi, j'ai l'information. Jasmine Camacho Queen et Sirena Sambamaila ne se sont jamais entraînées ensemble. Ok, Elle ne voulait pas. Jasmine Camacho Queen voulait son entraîneur pour elle toute seule. Et Sirena s'entraînait avec des autres étrangères de Hong Kong, je crois, mais de ok. niveau beaucoup moindre que le sien. Encore un peu plus Et faible, ouais. ouais, donc c'était, il y avait une froideur entre les deux filles qui était, à mon avis, la raison de la fuite de Sirena. Mais je crois savoir que Jasmine Camacho Queen est aussi partie de John Coughlin, donc lui, il a perdu ses deux médailles olympiques. Donc c'est très étonnant. Donc la gestion de groupe doit être très compliquée à ce niveau-là. Ça c'est une évidence. On le sait que c'est très compliqué la gestion d'un groupe. Là tu as deux filles qui font partie des meilleures qui s'entraînent même pas ensemble. Bon, ouais, très compliqué effectivement à gérer. Bon, dans tous les cas, elle rejoint un groupe avec Gabby Thomas et Tian Johnson, des Américaines de très très haut niveau. Elle rejoint Tonja Buford Bailey, donc la nouvelle coach. Franchement, pourquoi ce changement-là? Je sais pas, c'est très compliqué à comprendre, à accepter. Alors, on avait parlé dans un précédent podcast, elle était annoncée au Grand Slam Track, Sirena Samba. Elle a décliné au dernier moment l'invitation. Euh, Est-ce qu'elle va se représenter sur le Grand Slam Track? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une nouvelle méthode avec ce nouveau coach qui va arriver? On sait pas. On sait pas trop dans le cas de Sirena Samba. C'est très compliqué d'avoir des informations. On va voir que c'est pas la seule dans ce cas-là, mais vraiment dommage. D'après Mais moi, ce qui c'est est, dommage. ouais, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'avec sa nouvelle coach Tonya Bufford-Bailey, elle rejoint une structure déjà un petit peu plus, qui a l'air, en tout cas, sur les réseaux, on voit qu'un petit peu plus familiale, un petit peu plus bon C'est vrai. enfant. Elles s'entendent toutes très bien dans le groupe, en tout cas, c'est ce qu'elle laisse voir sur les réseaux. La star du groupe, c'est Gabi Thomas. Même Sirena n'existe pas par rapport à Gabi Thomas. Et je pense que ce qui est bien, c'est que c'est la star du groupe, mais c'est pas la même discipline que Sirena. Donc Sirena, elle va pouvoir peut-être s'émanciper, faire sa chose de son côté. Et elle est un petit peu la star, elle, des haies de son groupe. Mais Tia Jones, elle vient de gagner le 100 mètres haies à Kingston sur le Grand Slam Track. Donc, à mon avis, il y a une belle émulation. Sirena était un petit peu blessée, tu l'as dit, elle n'a pas participé à Kingston et on espère la voir à Miami là début du mois de mai. Mais en tout cas, de ce qu'on voit sur les réseaux, de ce que je sais un petit peu de ce qui se dit dans le milieu, ça a l'air de vraiment bien mieux se passer dans le groupe là-bas avec sa nouvelle coach Gabby Thomas, Tia Jones et d'autres filles qui ont l'air cool. Ça a l'air sympa. Il y a une belle ambiance en tout cas. On a vraiment hâte, en tout cas, de la voir en compétition. Mais c'est des athlètes qui changent, qui évoluent, et on aura de leurs nouvelles, ça c'est sûr, sur les compétitions. On passe dans un contexte un peu plus international. Là, on fait une petite parenthèse avec Marcel Jacob, le champion olympique, le champion olympique du 100 mètres à Tokyo en 2021. C'est pas tout à fait les mêmes raisons que Sirena. Lui, il a voulu changer pour rejoindre un groupe d'entraînement avec des athlètes. C'est-à-dire Sirena s'entraînait quand même avec des athlètes de haut niveau en France. Elle s'entraînait aussi avec des athlètes de haut niveau avec Coughlin aux États-Unis. Donc là, c'est un changement qui est différent. Marcel Jacob, lui, il s'entraînait avec Paolo Camossi. Ça faisait 15 ans qu'il s'entraînait. Donc lui, c'est quasiment il a été formé en tout cas par cet entraîneur référent en Italie, champion olympique, une grosse éclosion cette année-là en 2021. On l'a vu sur des superbes images, il fait 9,80, c'est le record d'Europe. Par contre, il s'entraînait quasiment seul. Il a voulu changer, Marcel Jacob, il s'est dit ok, maintenant je vais aller rejoindre des athlètes, des sprinteurs pour aller chercher de l'émulation, pour aller chercher de la confrontation. Et il s'est dit je vais aller m'entraîner avec un des meilleurs athlètes sur 100-200, André Degrasse, le Canadien, plusieurs fois médaillé aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde. Mais par contre, il s'est passé quand même un petit truc assez étonnant, c'est qu'il a voulu rejoindre en septembre 2023 Marcel Jacob, Rana Ryder,
à Jacksonville, en Floride. C'est l'entraîneur référent de l'équipementier Puma. On verra que ça joue. C'est un ancien. Il a entraîné en tout cas des très très grands athlètes, notamment Daphne Shippers, vice-championne olympique du 200 mètres, ou l'Américain Christian Taylor, champion olympique du triple saut. Mais ce Rana Ryder, il a été suspendu pour 1 an suite à une agression sexuelle sur une athlète de 18 ans. Donc ça veut dire que cet entraîneur-là, Marcel Jacob est allé le contacter et lui a dit, écoute, peu importe ce qui se passe, je veux venir m'entraîner avec toi parce que j'ai besoin de confrontation. Il arrive en septembre 2023 en Floride. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est André Degrasse, qui devait s'entraîner avec lui, décide de partir de ce groupe d'entraînement. Donc Marcel Jacob se retrouve quasiment seul avec Rana Ryder. Et ça, compliqué aussi à gérer. Ouais, et en plus, André Degrasse, il va s'entraîner avec qui? On en parlait juste avant, John Exact. Coglan, l'entraîneur de Sirena. Vous allez voir, hein, c'est un petit monde, le monde des entraîneurs aussi, et ils s'échangent un peu les athlètes au fur et à mesure des années. Petite anecdote, hein, concernant Rana Ryder, cet été aux Jeux Olympiques de Paris, en plein milieu des Jeux Olympiques, son accréditation pour le village olympique, il a été désaccrédité, c'est-à-dire il avait plus accès au village olympique suite justement à, à ce jugement qui est tombé aux États-Unis où il a été reconnu coupable de cette agression, de plusieurs même je crois agressions sexuelles. Et du coup, en plein milieu des Jeux Olympiques, les entraîneurs de Rana Ryder ont perdu leur coach. En tout cas, la fédération américaine a désactivé son accréditation. Il n'avait plus accès au village. Il a dû se débrouiller. Donc et c'est bien fait pour lui parce que c'est quand même moche ce qu'il a fait, c'est même très moche. Mais dans l'histoire, les athlètes sont des victimes collatérales, quoi. Effectivement. Alors Marcel Jacob, il arrive dans ce groupe après avoir fait 10,05 l'année d'avant. Ça se passe pas du tout bien avec son ancien coach. Les relations sont très compliquées avec la fédération aussi italienne. Mais il dit très bien, il dit au championnat d'Europe, moi je vais gagner et vous verrez qu'aux Jeux Olympiques, je serai sur le podium. Donc il annonce ça dans les médias et on va voir, comparé à Sirena Samba, parce qu'on peut pas voir ce qui s'est passé, on va voir que lui, ça a été quand même une réussite. Aux Jeux Olympiques, il finit 5e, très proche de son record personnel sur 100 mètres. 9,85 au 100 mètres. Son record personnel, c'était 9 secondes 80. Donc pour lui, d'après moi, c'est une réussite. Pourquoi c'est une réussite? Parce que ça, à ce niveau-là, c'est très compliqué de réintégrer le gratin, le top des athlètes aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques, aux championnats d'Europe. Et là, lui, il finit 5e des Jeux Olympiques. Donc là, le pari, d'après moi, il a été gagnant. Maintenant, il y a quand même une question qu'il faut se poser. Alex vient d'en parler, c'est que ce qu'a fait Rana Ryder, et ça a été prouvé. Ce qui s'est passé est très grave. Pourquoi un champion olympique, Marcel Jacob, va voir un entraîneur accusé d'agression sexuelle? Là aussi, c'est un choix qui est très bancal, d'après moi. Ouais, mais moi je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que c'est pas une bonne réussite, Marcel Jacobs, Ok, parce que 9,80, champion olympique en 2021. En 2022, toujours avec Paolo Camozzi, il est champion du monde devant Noah Lyles, non, devant Christian Coleman sur le 60 mètres avec 6,41, si je dis pas de bêtises. c'est ça, oui. Il était vraiment en plein boom. Alors après, certes, il a eu des blessures musculaires, il a galéré et il s'est relancé avec Rana Ryder et il est revenu à un niveau très très correct. Hein, 9,85 et 5e des JO, c'est très fort. Mais c'est son principal fait d'armes, ça sera champion olympique en 2021 avec Paolo Camossi, qui il était son premier entraîneur de saut en longueur, parce qu'à la base, Marcel Jacobs, c'est un sauteur en longueur. Hein, donc quand il était jeune, lui, il ne jurait que par le saut en longueur, et il se blessait tellement qu'il s'est dit bon, allez, j'arrête la longueur, je vais sur le sprint, je garde mon entraîneur, on fait la transition, et ça a été quand même hyper payant. Il a éclos au plus haut niveau en 2021, champion olympique pour l'Italie. C'était une belle surprise et c'était quand même assez sympa. Effectivement. Donc toi, tu coches pas la case de la réussite sur Marcel Jacob. Ok, ok. Mais je coche pas la case échec non plus. C'est pour moi c'est Ouais, ni une effectivement, ouais. réussite ni un échec. Mais je veux pas dire que c'est une réussite non plus parce que ben, il a pas fait mieux en fait. Effectivement. Alors, on verra dans différents cas qu'on va vous présenter là sur les Français. On va revenir un peu sur les Français. C'est quand même assez rare quand ça marche, hein. On va pas se mentir. Les stats, elles le prouvent aussi. C'est qu'il y a des athlètes pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche pas. Et il y a une athlète qui nous a fait vibrer,
qui nous a fait plus que vibrer aux Jeux Olympiques, mais aussi toute l'année. C'est Nawal Meniker, au saut en hauteur, la française. Et elle est passée par différents coachs depuis quelques années. Et malheureusement une très très grosse blessure cette année. Donc là, on va pas cocher la case de la réussite pour le moment, mais peut-être que ce changement-là de méthode va lui faire un bien fou et qu'elle va pouvoir aller choper des médailles ou des finales dans des grandes sélections et c'est ce qui lui manque. Ouais, bah, Nawal Meniker, pour ceux qui la connaissent pas, bon, elle a jamais rapporté de médaille au niveau chez les A pour l'équipe de France, mais ça nous tenait à cœur de parler d'elle parce que c'est une fille qui a été très précoce, qui a été très forte en cadette, en junior. Elle fait vice-championne olympique de la jeunesse en 2014 à Nankin avec 1,87 m au saut en hauteur, ce qui est vraiment une très grosse performance à ce si jeune âge. Tout le monde lui promettait un avenir radieux. Ça a été un peu galère pour elle entre 2016 et 2023. Euh, elle a vraiment un passage à vide de fou. Je pense elle le dit dans certaines interviews qu'elle a eu du mal à gérer un peu toute l'attente et la notoriété qu'on lui a apporté. Et donc, elle a beaucoup galéré. Et en 2023, elle décide d'aller s'entraîner avec Michael Anani à El Paso, au Texas, donc dans le groupe de sprinters de Ryan Zeze, de Pablo Mateo maintenant, de Mohamedou Fall à l'époque. Donc c'est un groupe de sprinters, mais Michael Anani, c'est le recordman de France du saut en hauteur. Donc elle se rapproche de lui. Il crée une relation athlète et entraîneur assez forte. Elle retrouve des couleurs, elle retrouve un sacré niveau jusqu'à cet été au meeting de Charletti là en 2024 faire 1,95 m, ce qui la qualifie pour les Jeux Olympiques et ce qui en fait une prétendante à une place de finaliste top 8. Donc hyper intéressant pour elle. C'était vraiment cool de l'avoir remonté à un niveau vraiment très sympa. Euh, et aux Jeux Olympiques, finalement, elle finit 11e. Donc bon, pas mal. Je pense qu'elle est un petit peu déçue. Elle aurait voulu être au moins dans le top 8, mais très bien. Elle est bien revenue et elle a quand même décidé de changer d'entraîneur parce que c'est le thème du jour, les athlètes qui changent d'entraîneur. Je pense que aussi pour elle, c'est un changement de vie. Elle est allée s'installer à San Diego, toujours aux États-Unis, et elle a rejoint Jeremy Fisher. Alors Jeremy Fisher, on le connaît pas forcément. Par contre, les athlètes qu'il a entraînés, on les connaît. C'est l'ancien coach de Brittany Reese, la sauteure en longueur qui a été championne olympique à Londres en 2012. C'est également l'ancien entraîneur de Will Clay, le triple sauteur médaillé olympique au triple saut, 2 fois en argent en 2012 et en 2016, et au saut en longueur, médaille de bronze en 2012. Donc ça veut dire quand même que cet entraîneur, Jeremy Fisher, en 2012, il a la championne olympique du saut en longueur, le vice-champion olympique du triple saut et le médaillé de bronze du saut en longueur. Franchement, je pense qu'il est rentré chez lui, il était satisfait de son été en 2012, Jeremy Fisher. Et là, il récupère Nawal Meniker en début d'année. Et malheureusement pour elle, Nawal, le 20 février 2025, on apprend sur ses réseaux sociaux qu'elle s'est rompu le tendon d'Achille à l'entraînement, le tendon d'Achille de la jambe gauche, qui est sa jambe d'impulsion. Donc là, elle est en pleine rééducation. Elle travaille beaucoup. On peut suivre un petit peu sa rééducation sur les réseaux. Et voilà, ça nous tenait à cœur de parler d'elle parce qu'elle a un parcours atypique. Elle a connu des hauts, des bas, à nouveau des hauts, et là elle est dans un bas. On espère qu'elle va remonter la pente et qu'elle va revenir à son plus haut niveau avec ce tendon d'Achille de la jambe gauche qui va se réparer, on l'espère. Effectivement, je pense que ça va être vraiment très dur en tout cas pour elle, honnêtement, parce qu'on change de groupe, elle change de groupe, elle se dit je vais vers un des meilleurs coachs en tout cas de saut aux États-Unis. Et là, malheureusement, il se passe ça. Franchement, courage à elle, ça doit vraiment être pas facile. On a des cas aussi de blessures un peu particuliers qui font aussi changer d'entraîneur. Donc là, on a parlé d'une blessure qui est survenue en changeant d'entraîneur. Et là, on va parler d'une athlète, Hilary Capcha, qui, elle, s'est blessée assez gravement, très gravement en 2021. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle a décidé un peu de changer de structure. Donc Hilary Capcha, 26 ans, sauteuse en longueur. Elle a subi une très grave blessure au genou en mai 2021, ça rappelle à Chorzo, au championnat d'Europe par équipe, il me semble, sur une planche qui avait été très humide, un concours assez particulier. C'est un profil aussi, une carrière qui a été compliquée. On va en parler après le décès de son premier coach, Jean-Luc Sénat, en 2022. Elle rejoint un nouvel entraîneur, du coup, Pierrick Chamaillou, pour se reconstruire, pour se repréparer, pour préparer les JO. Elle finit quand même 11e
comme Nawal Meniker au JO. Ils sont très Euh, copines les deux en plus. ouais. Et là, un gros changement aussi. Cette année, elle décide de rejoindre Renaud Longuèvre, Ladji Doucouré, Cafétien Gomis à l'INSEP pour avoir un nouvel élan dans sa carrière. Je pense que c'est un très très bon choix. Elle a fait des très très belles performances au saut en longueur, mais là il lui faut du renouveau, il lui faut une grosse phase de préparation physique pour se reconstruire après cette blessure. C'est un bon choix. D'après moi, c'est un très bon choix. Tu en penses quoi, toi, Alex? En tout cas, elle s'entoure de personnes qui ont déjà eu des résultats. Renaud Longuèvre, on le sait, c'est l'entraîneur de Ladji Doucouré. C'était l'entraîneur aussi de Héloïse Le Sieur et Cafétien Gomis, des sauteurs en longueur, qui ont ramené des médailles pour la France. Donc Renaud Longuèvre, à l'heure actuelle, il travaille pour la fédération des Pays-Bas avec Laurent Meuvely sur le sprint. Mais on le voit quand même souvent repartager sur Instagram des stories de Hilary. On voit qu'il lui donne des conseils. Donc à mon avis, il y a un petit lien entre les deux. Également Ladji Doucouré qui est à l'INSEP, qui rentre, je pense, un petit peu en jeu dans la préparation physique, un petit peu dans la course dans l'entraînement de la course pour Hilary, et Café Saint-Gomis qui est un jeune coach qui a fait sa transition là, qui est passé d'athlète à entraîneur. Il s'est formé. Je pense qu'il a le souhait de commencer à vraiment entraîner du haut niveau. Et donc ce trio-là, on le sait, est derrière, sont derrière Hilary Capcha. Et, euh, et ben on a hâte de voir ce que ça va donner parce que Hilary, c'est quand même une fille qui a sauté 6,88 m l'été dernier à Rome au championnat d'Europe. Alors elle a pas eu de médaille en équipe de France pour l'instant, mais c'est encore une jeune athlète. Et là, tu l'as dit, elle a 26 ans. Elle est, à mon avis, bien entourée. Elle a des qualités, c'est indéniable. Donc elle s'est remise d'une grosse blessure. Je pense que tous les voyants sont au vert pour elle, pour briller dès cet été peut-être à Tokyo. Effectivement. Sur le contexte un peu plus international, euh, il y a des raisons pour lesquelles les athlètes souhaitent aussi changer. On va pas se mentir, c'est parce que des fois ils ont le boulard. Moi, je pense qu'il faut le dire. On va parler de Fred Kerley, l'Américain de 29 ans, champion du monde du 100 mètres en 2022 à Eugene aux États-Unis, vice-champion olympique du 100 mètres à Tokyo en 2021. On n'en parle pas assez de ce mec-là, mais il a un très gros palmarès. Un très Ce gros boulard, gars-là, j'ai cru que tu allais dire. un très gros boulard aussi. Ce mec-là, il s'est dit, en septembre 2023, avec tout le palmarès que j'ai, vas-y, je vais changer, je vais partir à Los Angeles, je vais rejoindre un groupe de moins bon niveau avec Quincy Watts, c'est un très bon niveau, il y a des coureurs et des coureuses de 200, 400, sur 100 mètres aussi, mais c'est pas le même niveau que Fred Kerley. Et là, il se dit, ok, je vais tout changer, je suis dans le meilleur, je suis les meilleurs, et je vais changer pour être encore meilleur. Ça a marché. On va se le dire, ça a marché pour lui, ça a marché d'après moi. Il faut cocher la case de la réussite sur ce changement-là. En 2023, il change de groupe et là il y a gros doute. Il y a gros doute. Il est seulement demi-finaliste des championnats du monde à Budapest, alors que l'année d'avant, il est vice-champion olympique. Donc là, gros doute s'installe à mon avis pour lui. Il tient bon, il continue avec Quincy Watt. On sait que des fois, il faut 1 à 2 ans de changement de méthode pour que ça marche. Et là, il finit troisième des Jeux Olympiques à Paris dans une course qui est ultra relevée. Pour moi, le pari, il a été gagnant. Il finit moins bien qu'à Tokyo, ok. Mais par contre, il finit troisième d'une très très grosse course avec tout ce qu'il y a eu autour. Personne l'attendait. Il a commencé sa saison en 10-10, 10-20. Il a tourné, il a fait beaucoup de faux départs, on l'a vu dans la série sprint. Fred Kerley, troisième des Jeux Olympiques à Paris, dans une course de fou. Donc pour moi, le pari a été gagnant plus pour lui. Ouais, je partage Tu me rejoins moyennement pas non plus. ton avis encore. Si, un peu plus que tout à l'heure, parce que effectivement, c'est vraiment une grosse course et le chemin parcouru de ces 2 dernières Ouais, années pour Fred Kerley est assez impressionnant, parce qu'il est parti de très bas pour remonter quand même assez haut. Mais il n'a pas rebattu son record, hein, qui date de Eugene en 2022. Il gagne avec 9,76. Et là, il a fait 9,81 à Paris. Par contre, tu l'as dit,
grosse bouche, gros boulard. Dans la série sprint, il annonçait qu'il allait battre le record du monde à chaque sortie. Et moi, j'aime bien parce que des fois, il y a le karma qui s'est abattu sur lui. Le jour où il a annoncé qu'il voulait battre le record du monde à sa prochaine course, il fait faux départ. En se relevant, il se casse la gueule. Et ça m'a fait beaucoup rire. Donc Fred Kerley, ouais, je sais pas s'il se crée un personnage ou s'il est vraiment comme ça, mais en tout cas, il a fait parler de lui, il a changé d'entraîneur et ça a quand même marché. Pour moi, c'est comme tout à l'heure Marcel Jacobs, c'est ni une réussite ni un échec. Il est resté dans ce qu'il sait faire et c'est là que je me demande vraiment l'impact que peut avoir l'entraîneur sur l'athlète, parce qu'en fait, j'ai un peu envie de dire que des mecs comme Marcel Jacobs ou Fred Kerley, pour grossir un peu le trait, peu importe qui les entraîne, ils seront forts. En fait, c'est des mecs qui sont nés pour briller, qui sont nés pour être forts. Et après, c'est des micro-détails. Mais Stéphane, tu entraînes Fred Kerley, il fera 10-10 ou 10-0-0 aussi, t'inquiète pas. Moi, je pense qu'il fera 9,50 si je l'entraîne. Ouais. Non, mais tu l'as dit et tu le dis assez souvent. C'est l'athlète qui fait quand même assez l'entraîneur. On va pas se mentir, l'athlète amène à une compétence nouvelle auprès des entraîneurs. Bah, Après, c'est de la co-construction. Pour moi, c'est tout le monde ouais, se c'est un construit chemin. ensemble, quoi. Ouais, ouais. C'est ça. Après, on va, dans certains cas, il y a quand même des entraîneurs formateurs qui euh, qui vont pas jusqu'au bout en fait. C'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui se disent OK, j'ai été très bien formé, maintenant il me faut quelque chose de plus. Il nous faut quelque chose peut-être un peu plus individualisé de manière à ce que je puisse performer un peu plus qu'avec un entraîneur formateur, éducateur. Il y a des cas ça marche, il y a des cas ça marche pas. Maintenant, est-ce que la nouveauté, elle le stimule autant que ce qu'on pense? Des fois non, c'est vrai. On prend un exemple, Alex, d'Usain Bolt, typiquement, qu'on connaît tous. Il est resté toute sa carrière avec le même entraîneur, c'est-à-dire Glenn Mills, en Jamaïque. Mais ça n'a pas été son premier entraîneur. Son premier entraîneur, c'était un autre entraîneur formateur qu'il avait au collège ou au lycée. Et à un moment donné, il a été récupéré dans une structure de très haut niveau pour pouvoir progresser. Là, on a parlé d'entraîneurs et d'athlètes de très très haut niveau. Il faut aussi parler des éducateurs qui ont un rôle primordial dans la formation des athlètes. Est-ce que casser cette routine-là, est-ce que changer au fur et à mesure, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Il y a tellement de raisons qu'on peut pas forcément se prononcer. Ah ouais, il faut fonctionner un petit peu au cas par cas. De toute façon, on le sait, il n'y a pas deux athlètes de très haut niveau qui sont similaires, qui sont pareils et qui auront la même façon de s'entraîner. Il y a des gens qui ont besoin d'autonomie, il y a des gens qui ont besoin d'être couvés, même entre les hommes et les femmes. Je pense qu'il y a des prérequis un petit peu, chacun a des différences. Et, bah là, on va prendre l'exemple aussi d'une Française, Alice Finot, euh, qui finit quatrième des Jeux Olympiques cet été sur le 3000 mètres steeple, qui a 34 ans, qui est une athlète qui a vraiment découvert le très haut niveau sur le tard. Vraiment, elle a émergé au plus haut niveau, en tout cas international, en 2021 au championnat d'Europe en salle. Euh, Elle était quasiment inconnue au bataillon avant. Et là, elle s'entraînait en fait en Espagne avec Manuel Martinez à Gaitos, à Vigo. Donc pareil, c'est un entraîneur local là-bas qui l'a fait. Ils ont co-construit la carrière d'Alice Finot et, euh, et elle, donc elle est toujours en recherche de nouveautés, d'expertise, vraiment, elle veut avoir une médaille mondiale. Là, elle a échoué à la quatrième place au JO de Paris. Et quand elle a fait le bilan avec son entraîneur, elle voulait changer des choses dans l'entraînement, amener de la nouveauté, tester des choses pour essayer d'être meilleure et de concurrencer les filles au plateau. Et ça, elle a senti chez son entraîneur espagnol qu'il n'y avait pas la même conviction, la même envie, le même besoin, et qu'ils étaient plus en fait sur la même longueur d'onde. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit bon ben c'est fini en fait, je dois changer de cadre. Et donc elle a voulu choper un petit peu l'expertise elle s'est rapprochée de Philippe Dupont, qui est le coach actuel d'Azine Habs, qui est l'ancien coach de Mayedine Mekissi notamment, ou de Taoufik Makloufi, l'Algérien qui a été double champion olympique. Donc voilà, elle s'est rapprochée d'un entraîneur français de très haut niveau qui a formé beaucoup d'athlètes, qui a amené les athlètes à faire des médailles mondiales et olympiques.
Elle sera aussi encadrée par Pascal Chira, qui est l'ancien coach de Johan Diniz et qui est membre de la cellule optimisation de la performance à la FFA. Donc là, dans le cadre d'Alice Finot, on voit qu'elle s'est vraiment entourée de pour elle ce qu'elle estime être vraiment la meilleure équipe, le meilleur binôme possible pour sa performance et pour essayer de se donner les moyens, en tout cas, d'aller décrocher des médailles internationales. Alors, Là où Alice c'est, Finot, ouais, là où je trouve un peu différent, tu vois, des autres profils, Alex, c'est que ce soit Sirena, Nawal Meniker ou même Marcel Jacob, qui vont aux États-Unis, qui changent de pays, elle décide de revenir en France. Et donc ça, c'est assez intéressant de le souligner parce que ça veut dire qu'elle va s'entourer peut-être par l'entourage de la Fédération française d'athlétisme. Elle est peut-être influencée en tout cas pour revenir en France et pas pour rester vraiment de son côté un peu isolée. après, elle va rester vivre en Espagne, à Vigo, Ok, mais vu qu'elle est 6 mois de l'année en stage, elle va ouais. beaucoup s'entraîner avec Philippe Dupont et Pascal Chira, mais elle va rester s'entraîner là-bas. C'est vrai elle avait, elle a, comment dire, autour d'elle, elle a cristallisé certaines tensions parce que elle était un peu toute seule en Espagne, dans son coin. Il y a eu des suspicions de dopage autour d'elle qui sont infondées totalement. On n'a aucun argument possible à lui mettre en travers de la route, Alice Finot. Mais vu qu'elle était toute seule dans son coin, qu'elle a éclos au plus haut niveau sur le tard, qu'elle était quasiment inconnue du grand public, bah, elle a eu ces suspicions de dopage autour d'elle qui sont regrettables. Et donc je pense aussi que ça a nourri un peu sa réflexion de vouloir se rapprocher des pontes de la fédération française, histoire de montrer un petit peu aussi patte blanche. Et malheureusement, un peu pour elle, j'ai envie de dire, elle se rapproche de Philippe Dupont, qui est un entraîneur tout ce qu'il y a de plus correct, performant, une très bonne personne, mais on en a parlé, et il était l'entraîneur de Mekissi, autour de qui il y a eu des suspicions de dopage également infondées, soyons clairs aussi, hein, il n'y a jamais eu rien contre Mekissi. Il était aussi l'entraîneur de Taoufik Makloufi, je l'ai dit, donc double médaille olympique sur 800, sur 1500, qui lui, pour le coup, a aussi de grosses suspicions de dopage autour de lui. Notamment, on se souvient d'un épisode à l'INSEP où Jimmy Gressier avait ouvert un sac appartenant à Taoufik Makloufi qui était rempli de de produits qu'on pouvait estimer être des produits qui pouvaient nous permettre de nous doper. Donc je sais pas où en est cette histoire d'ailleurs, mais en tout cas, elle se rapproche de Philippe Dupont et de ce qui est une bonne chose, je pense, pour elle, mais ça n'arrange pas son image. Et c'est dommage parce que c'est une fille qui se bat pour son sport, pour l'athlétisme, qui s'entraîne beaucoup, on le sait, on le voit, et qui fait des très belles perfs, hein. Elle fait 4e des Jeux Olympiques, on le rappelle. Ouais, non, Record d'Europe à la clé. oui, oui, non, ça c'est sûr. Mais est-ce que les grands entraîneurs font les grands athlètes? C'est aussi ça la question qu'il va falloir se poser. C'est est-ce que les athlètes vont se rapprocher des très grands entraîneurs qui ont formé depuis des années, des générations d'athlètes, ou est-ce que l'athlète qui est un peu plus isolé, comme ça a été le cas d'Alice Finot, avec un entraîneur un peu moins connu, ça a très bien marché. Est-ce que ça peut aussi fonctionner sur sur le long terme, sur un plan de carrière? On voit dans les exemples qu'on vous a présentés là, quand même que les athlètes vont se diriger vers des entraîneurs connus, vers des entraîneurs qui forment, vers des entraîneurs qui ont des générations d'athlètes qui participent aux Jeux Olympiques avec des médaillés. Euh, voilà, maintenant, quelle est la position aussi de la Fédération française d'athlétisme sur ces changements de coach d'une athlète française ou d'un athlète français qui va vers des entraîneurs américains ou étrangers? Et ça aussi, il va falloir poser la question de la politique de la Fédération française. Je sais qu'il y a des fédérations euh, étrangères qui refusent typiquement les athlètes étrangers pour les entraîner et qui se disent ok, moi mes entraîneurs ils sont là pour les athlètes de mon pays, je les garde. Il y a eu un débat en tout cas avec Malaika Miambo il y a quelques années qui a voulu changer d'entraîneur. La fédération allemande était contre au début puis a accepté pour qu'elle soit championne olympique. Elle voulait se rapprocher de Carl Lewis aux États-Unis. Euh, Ça s'est quand même plutôt bien passé, mais elle est revenue sur un entraîneur référent allemand avec lequel ça s'est encore mieux passé.
la fédération, voilà, comment va se positionner aussi là, les différentes fédérations par rapport à ça, je sais pas Bah ça, trop. c'est de la politique. Après, c'est de la politique de chaque fédération, donc c'est différent dans tous les pays du monde. Mais moi, force est de constater, je trouve qu'il existe quand même plusieurs types d'entraîneurs. Il y a les entraîneurs, on en a un petit peu parlé, les entraîneurs formateurs, les éducateurs qui vont amener un athlète à être performant, à le former, à être performant chez les jeunes notamment, qui peuvent le faire éclore au plus haut niveau international. Après, il y a les entraîneurs un petit peu plus chevronnés qui ont l'habitude, on va dire, d'entraîner des athlètes de haut niveau et qui vont potentiellement même créer des groupes de haut niveau et voilà, créer une émulation pour faire de la performance. Et après, selon moi, il y a aussi des managers d'élite, des entraîneurs vraiment d'élite qui sont en fait, où on leur met des champions olympiques en puissance dans les pattes et on leur dit, voilà, ben, gère toute la merde qui est à côté, parce que faut pas se mentir, hein, un entraîneur de très haut niveau, il doit gérer beaucoup de choses qui sont hors de l'entraînement sur un athlète top, top, top élite. Et il doit manager toute l'équipe, on en a parlé un peu tout à l'heure, et l'exemple d'Alice Finot est encore frappant, elle s'entoure de Philippe Dupont, Pascal Chira, mais il y a, je crois, une quinzaine de personnes autour de son projet, hein, quand on parle de la nutrition, de la psychologue, les cours de pilates, de yoga, il y a vraiment toute une équipe autour, et pour moi, le manager d'élite, c'est vraiment le mec qui va être au-dessus un peu de la mêlée comme ça, et qui va amener les athlètes dans les meilleures conditions possibles, mais même pas que physiquement, dans les meilleures conditions possibles de vie, d'état d'esprit, de relâchement. Il va vraiment casser tous les obstacles qui se mettent devant l'athlète et faire en sorte que l'athlète soit prêt à performer le jour J. Mais on se rend pas compte de tout ce qui peut y avoir comme obstacle autour d'un athlète de très très haut niveau. Effectivement, tu le dis, l'entourage est important et on sait qu'il y a des groupes d'athlètes qui se forment avec des entraîneurs qui sont référencés par sponsor, par marque. On sait que ça c'est assez nouveau, notamment aux États-Unis. On a parlé de Rana Ryder avec Puma. Le meilleur des exemples pour moi, c'est Lance Broman avec Adidas qui n'accepte que des athlètes Adidas. Ça veut dire que Noah Lyles, il a Daryl Neita, ce sont des athlètes Adidas. Il ne peut pas prendre du Nike, du Puma, du ASICS, ça ne se fait pas. Et de plus en plus, on voit des sponsors créer des groupes d'entraînement, peut-être pour faire aussi, alors j'ai pas envie de dire des compétitions d'équipe, mais des courses d'équipe. On le voit beaucoup en demi-fond et en fond long avec les Éthiopiens ou les Kenyans. Ce sont des courses de sponsors. Ça veut dire qu'ils montent une course Nike avec un lièvre Nike qui porte les couleurs Nike et les athlètes, ce qu'ils doivent perfer à ce meeting-là, ça doit être les athlètes Nike. Si au devant de la scène, il y a un Adidas alors que c'est un meeting et une course pour monter pour Nike, franchement, ça se passe pas très bien pour les athlètes et les lièvres. On Bah, sait mais que c'est comme ça de plus en ouais, plus. mais de toute façon, qui donne le plus d'argent dans l'athlétisme aux athlètes? Ce sont les sponsors. Et du coup, ça me semble logique que les sponsors se créent des teams qui recrutent les meilleurs entraîneurs du monde qu'ils essayent de recruter les meilleurs entraîneurs du monde pour entraîner leurs athlètes. Et c'est des équipes, c'est des teams maintenant, et ça se fait de plus en plus. Et il y a un exemple encore frappant pour un athlète français qui a changé d'entraîneur cette année. C'est Benjamin Robert. Benjamin Robert, lui, il a donc 27 ans, spécialiste du 800 mètres. Il est sponsorisé par Nike. Jusqu'à maintenant, il s'entraînait avec Sébastien Gamel, qui, lui, est assureur. Il n'est pas entraîneur professionnel. Donc, il donnait de son temps libre. Il donnait vraiment beaucoup de sa personne. Sébastien Gamel, c'est un entraîneur de demi-fond sur la région toulousaine qui avait quand même de très, très, très bons résultats, hein. Il a formé et fait éclore au plus haut niveau Djilali Bedrani, qui finit cinquième des championnats du monde à Doha en 2019 sur le 3000 mètres steeple. Il a amené Benjamin Robert à des chronos sous les 1,44 au 800, ce qui était très fort. Vice-champion d'Europe en salle à Istanbul en 2023, Benjamin Robert. Donc, Sébastien Gamel, très bon entraîneur de demi-fond français, mais c'est pas son métier. Là aussi, on a peut-être un problème en France, en tout cas, sur les compétences et comment dire, l'accès à l'entraînement de haut niveau. Et voilà, faudrait peut-être régir un peu tout ça. Il y a certainement des choses à améliorer. On espère que la nouvelle direction du sport en France et le nouveau DTN, le nouveau président, la nouvelle équipe fédérale de la Fédération française d'athlétisme va s'attacher à faire du bon boulot autour de ça. Et donc Benjamin Robert, c'est un gars qui avait l'ambition depuis des années d'être médaillé olympique. Et donc lui,
il a vécu les JO de Paris comme un énorme échec parce qu'il s'est fait sortir au repêchage après une série complètement ratée. Il a vraiment raté ses Jeux Olympiques. Et moi, je le connais un petit peu, Benjamin Robert, et je sais qu'il était dégoûté parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'entraîne vraiment fort, qui avait de l'ambition et qui mettait tous les moyens de son côté. Et donc là, pour revenir un peu à ce qu'on disait sur les teams, avec Sébastien Gamel, après les JO, ils se sont posés, ils ont dit écoute, maintenant, pour t'amener plus haut, il faut que tu ailles voir ailleurs. Tu as le niveau d'aller dans une grosse team. Ils ont trouvé la meilleure solution pour lui. Et la meilleure solution, a priori, elle a été trouvée grâce au fait qu'il est sponsorisé par Nike. Comme Kelly Hodgkinson, la championne olympique du 800 mètres. Ils se sont rapprochés via leur équipementier. En plus, ils ont le même agent, je crois. Euh, et du coup, il est parti, Benjamin Robert, dans la banlieue de Manchester, je crois, en Angleterre. Donc il est parti de Toulouse pour Manchester. C'est autant dire que c'est pas pour le temps qu'il a changé d'entraînement. Avec Trevor Penter et Jenny Meadows, une ancienne coureuse de 800 mètres, qui sont les deux entraîneurs dans un groupe où il y a Kelly Hodgkinson et d'autres athlètes de bon niveau, de très haut niveau. C'était un groupe qui a plus de filles que de garçons. Donc pareil, il y a peut-être une petite nuance à trouver sur l'entraînement sur 800 mètres, notamment entre les filles et les garçons. Mais il est fort à parier que Trevor Penter, le nouvel entraîneur de Benjamin Robert, va tout faire pour que Benjamin Robert puisse continuer sa progression et rejoindre le wagon du 800 mètres qui maintenant se situe à une 41 et plus à une 43. Donc il va falloir vraiment progresser. Mais c'est encore une fois, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est la team, c'est l'équipe Nike qui a mis en relation Benjamin Robert avec Kelly Hutchinson et son entraîneur. Ouais, effectivement. Après, le facteur clé, d'après moi, ce n'est pas que le coach. Tu l'as dit, il y a aussi un environnement, il y a un groupe de haut niveau qu'on va pouvoir rejoindre, il y a aussi un lieu. Et dans tout ce qu'on vous a présenté, il y a aussi ouais, l'entourage, le groupe, la façon aussi de s'entraîner. C'est des facteurs qui sont quand même super importants et peut-être même plus importants que le coach. Alors le coach, lui, son boulot, c'est de mettre en place tout ça, une vraie dynamique. Euh, mais voilà, on sait que c'est un pari risqué de changer de coach. C'est pas forcément une garantie de progrès en tout cas. Il y a des athlètes qui sont complètement au sommet, on l'a vu, qui veulent changer de repère. Mais par contre, c'est des risques de blessures, de baisse de motivation. Des fois, l'environnement ne va pas correspondre à ce qu'ils avaient avant avec leur entraîneur de formation. C'est des conséquences à prendre en compte. En tout cas, changer de coach, c'est changer un peu de cadre, de cap. Et ça, c'est pas facile. Il faut s'adapter à tout. Et j'espère que pour tous les athlètes qu'on a cités, en tout cas, ce sera une réussite qu'on va cocher et pas forcément un échec, notamment pour les Français. Bah, dites-nous, vous maintenant qui nous écoutez, dites-nous ce que vous pensez de ces athlètes français là qui ont changé d'entraîneur. Qu'est-ce que ça va créer pour eux cette année? Est-ce qu'ils vont progresser? Est-ce qu'ils vont régresser? Est-ce que ça va rien changer au final? Parce que comme je l'ai un peu dit sur Fred Kerley et Marcel Jacobs, ils ont du talent, quoi qu'il arrive, ils feront les mêmes perfs qu'avant. Et moi, je suis curieux. Dites-nous aussi en commentaire, pour vous, quel est la meilleure trade, le meilleur changement d'entraîneur que vous ayez vu en athlétisme, et quel est aussi le pire changement d'entraîneur? Quel athlète a fait le pire choix de sa vie? Dites-nous, on est curieux d'avoir un petit peu vos avis là-dessus. Le changement d'entraîneur, c'était le sujet du jour. On espère l'avoir traité d'une manière assez complète. En tout cas, nous, on a pris pas mal de plaisir à faire toutes ces recherches. Et, ben, on se retrouvera prochainement pour d'autres podcasts. À très bientôt, les amis. À bientôt. Vous étiez dans la chambre d'appel.